dans un langage un peu techno. Donc ce montage, il est à l'échelle réelle. Hein, et je vous donne une représentation de la force, de la puissance du gouffre face à notre littoral. Sur cette image, il est positionné à sa bonne place et à sa bonne taille. Donc le gouffre de Cabreton, vous le verrez à la MOP sur la maquette en 3D, il a comme particularité d'avoir une tête très très proche du littoral. Il y a 3% des canyons au monde qui ont cette particularité. Celui de Nazaré, avec ville avec laquelle nous sommes jumelés, a la même particularité. Ils ont les mêmes d'ailleurs effets secondaires, c'est qu'ils produisent des vagues. Alors les nôtres sont un peu moins extraordinaires que celles de Nazaré, mais la vague nord est le résultat des mouvements de courant perturbés par la tête du gouffre. Sur notre littoral, il y a un transit, ce qu'on appelle un transit littoral, un courant majoritaire qui est nord-sud, et donc les sables se déplacent en général du nord au sud. Mais à Cabreton, ici, il se passe beaucoup de choses. On a des courants qui sont un peu particuliers ici, qui sont un peu particuliers, et on n'a pas une dérive littorale homogène, nord-sud. La deuxième particularité de notre territoire, c'est que le gouffre, qui lui est encore là, était en face de l'Adour, qui pendant quelques siècles a débouché dans l'océan à Cabreton. Vous savez sans doute, il y a des professeurs d'histoire peut-être parmi vous, mais Cabreton est né de ce mariage, le mariage de l'Adour et du gouffre. J'ai tendance à dire, quand on me sollicite, que le papa et la maman de Cabreton sont le gouffre et l'Adour. Pourquoi ? Parce que le gouffre, ici, de par la grande profondeur très près du rivage, apportait aux marins une zone de calme quand il y avait des tempêtes. C'est l'équivalent des estuaires ou des rias qu'il y a en Bretagne. On n'a pas ça, on a un littoral tout droit, mais la zone de calme était apportée ici. Et l'Adour, c'est un fleuve qui remontait assez loin, ça permettait de faire du business. Et donc au Moyen-Âge, Cabreton était un port assez florissant. On l'appelait la ville aux 100 capitaines. Donc imaginez 100 capitaines, les armements de l'époque, c'était peut-être 10 à 15 hommes par bateau. 1500 emplois liés à la mer. 3000 habitants au Moyen-Âge, c'est à peu près la population qu'il y avait à Cabreton quand je suis né, en 1950. Donc cette conjonction du fleuve et du gouffre font que Cabreton, d'abord, existe depuis très longtemps. Deuxièmement, est une des rares, peut-être même la seule commune du littoral sableux aquitain qui soit construite au bord de l'eau. Ceux qui connaissent Mimizan, Biscarrosse, les villages sont toujours construits à 10 km à peu près de l'océan. Parce que l'océan ne nous servait à rien, faisait plutôt peur, et donc on se mettait loin. Ici, l'océan a été la source de l'économie de notre ville. Donc ça, ce sont des particularités qui sont fondatrices pour comprendre aussi comment ça se fait qu'on est construit si près de l'océan. Ils sont fous, mais non, ils ne sont pas fous. Ils sont venus là parce que c'est de là que venait le business et les affaires. Le sable, donc, ne cesse de bouger. D'ailleurs, toute la nature bouge ici. Hein. On s'émerveille souvent de la présence de la nature, mais en fait, on est sur un territoire qui est complètement manufacturé. Presque tout ce que l'on aime dans notre environnement est fait de main d'homme. Le canal qui relie le lac d'Hossegor à l'océan est fait de main d'homme, il a été décidé sous Napoléon III. Si le littoral a été fixé, c'est parce qu'il y a eu un recours au génie écologique. On a fixé les dunes au nord de l'Aquitaine au XIXe siècle, mais on les a fixées à Cabreton au Moyen-Âge en plantant de la vigne. Donc il y avait déjà une action précursive qui consistait à dire, au Moyen-Âge, il y avait ici un port, la côte était sableuse et le sable était libre, et le vent ensevelissait et la ville et le port. Et donc, on prête aux Templiers, mais moi j'aime bien raconter l'histoire comme ça, même si c'est pas vrai, il faut toujours un petit peu de mystère. On prête aux Templiers cette géniale idée de dire, ce sable nous embête, il va falloir le fixer, et ils ont cherché quelque chose pour fixer le sable. Et ce quelque chose, ça a été la vigne, qui a fait d'ailleurs la prospérité de Cabreton, puisque le vin de Cabreton était servi à la table du roi d'Angleterre quand ses perfides avaient occupé l'Aquitaine. Donc on va avoir une petite animation qui montre comment le sable
se déplacent. Tout à l'heure, vous aurez quelques cartes postales anciennes, photos anciennes, qui vous montreront que cette accrétion qu'il y a ici était plutôt à l'époque, en 1950, une zone de très forte érosion. Donc il y a un mouvement du littoral qui est très important. Donc on estime à 200 à 400 000 mètres cubes le volume de sable qui transite devant nos côtes. Quand on a fait les études suite auxquelles on a installé le bypass, que vous connaissez probablement, sinon on pourra en reparler au moment des questions, quand on a fait les études pour installer le bypass, la dérive littorale était plutôt chiffrée à 100 ou 200 000 mètres cubes. Depuis, les expertises se sont améliorées, et donc le volume de sable qui nous passe devant le nez, c'est ça, c'est entre 200 et 400 000 mètres cubes. C'est assez considérable. Et ce volume de sable, qu'est-ce qu'il devient? Il passe, il est un peu bloqué par la digue nord, donc il contourne, il vient se déposer sur ce banc de sable. Quand il y a eu les grandes marées basses, là, il n'y a pas très longtemps, et vous avez sur un certain nombre de pages Facebook, notamment sur la page Ville de Cabreton, il y a une image qui a été prise par un drone à 360 degrés qui vous montre au plein de la marée basse la sortie de Cabreton, la sortie du port. Elle est assez extraordinaire parce qu'elle vous montre réellement tous ces mouvements de sable. Et puis, elle vous montre aussi quelque chose qui n'est pas sans rapport avec ce qui se passerait s'il n'y avait pas tous ces ouvrages maritimes. Donc, on a ici un banc de sable qui se forme, qui est très néfaste. Hein. Alors, pour faire du paddle, c'est super, mais pour les marins, c'est pas terrible. Et donc, quand il y a des tempêtes de sud-ouest, ça arrive, le sable rentre par le Boucarotte, en sable la passe, monte même jusque dans le lac d'Hossegor sans sable, d'où les épisodes que l'on connaît actuellement de désensablement du lac. Et puis il n'y a pas que ça, parce que quand il y a de la houle de nord-ouest, et ça c'est quand même encore plus souvent que les tempêtes de sud-ouest, l'océan traverse la plage, et on a un déversement d'un mélange d'eau et de sable qui vient dans le Boucarotte. Si c'est marée descendante, ça part par là et c'est bloqué par le banc de sable. Si c'est marée montante, eh bien ça va dans le chenal et puis ça peut monter jusque dans le lac. Donc on a ici des effets un peu néfastes. Et quand il y a du vent du nord, on en a eu un petit peu ces temps-ci, si la plage est bien sèche, eh bien, le vent emporte du sable qui tombe dans le chenal. Ça c'est toute la dynamique du sable sous la force des courants et sous la force aussi du vent qui est très important quand on parle de dynamique du sable. Quelques images qui montrent un peu la façon dont l'homme a investi de longue date ce territoire. Je vous parlais tout à l'heure de l'activité maritime, donc la ville sans capitaine. Les Cabretonnais, alors les professeurs d'histoire ne me démentiront pas pour me faire plaisir, je suppose, mais ont découvert l'Amérique puisqu'ils allaient déjà, c'était des pêcheurs de très haute mer, ils pêchaient la morue, ils suivaient les baleines et ils allaient vers Terre-Neuve et je pense qu'ils ont découvert l'Amérique du Nord quelque temps avant Christophe Colomb. D'ailleurs, on a retrouvé un béret qui vient de quelque part ici. Cette carte-là, qu'il faut lire à l'envers, les gens aimaient bien faire les cartes avec l'océan en haut. Elle vous montre la forme du débouché, à l'époque où il n'y avait pas de chenal, pas de canal. L'Adour était déjà partie, mais le lac d'Hossegor n'était pas encore relié. Ça veut dire que l'effet de courant de chasse que procure l'Adour et que procure encore un peu le lac d'Hossegor, quand il se vide en marée descendante, ne permettait pas d'avoir un débouché comme on l'a maintenant avec les ouvrages. Et si vous vous souvenez ou si vous regardez à nouveau cette image de la marée basse, vous verrez quelque chose qui ressemble un peu à cette langue-là. Elle est discontinue, parce que la force du courant l'interrompt, mais vous verrez quand même que la nature a tendance à revenir vers une forme d'estuaire comme ça. Ça ressemble aussi un peu à la pointe du Cap Ferret, quoi. Donc, c'est toujours comme ça, la dérive, elle est nord-sud, les courants la contrarient un peu, et donc les langues de sable se forment toujours dans ce sens-là. Donc le canal a été creusé sous Napoléon III. Il faut dire que déjà, à partir de 1810, on trouve des lobbyistes, des ingénieurs des ponts et chaussées dans cette institution que venait de créer Napoléon Ier, mais d'autres qui disaient, pour des raisons militaires aussi, il faut retrouver un port à Cabreton. Le port avait complètement décliné
après le détournement de l'Adour par ces coquins de Bayonnais. Et donc, il y avait des gens qui disaient, pour des raisons économiques, mais pour des raisons militaires, il faut retrouver un port sur Cabreton. Et donc, ce lobbying a commencé à prospérer. Et donc, sous Napoléon III, ont été prises deux décisions importantes pour notre territoire. C'est le creusement du lac et la construction de l'estacade, qui n'était pas faite juste pour aller faire des belles photos, mais qui était une façon aussi de commencer à chenaliser le Boucarotte. Le Boucarotte a été chenalisé progressivement, et la dernière partie de sa chenalisation, c'est l'allongement de la digue nord, qui aujourd'hui nous rend deux services. Le premier, c'est que quand on chenalise, on donne de la force au courant. La même quantité d'eau, quand elle passe dans un étroit, va plus vite, donc elle est capable de chasser le sable. Et le deuxième, c'est qu'elle nous bloque la dérive littorale, nord-sud, et ça nous donne un stock de sable que grâce au bypass, nous allons répartir où nous voulons. Certains nous ont dit, mais s'il y a de l'érosion à Cabreton, c'est à cause de la digue nord, elle bloque le sable. C'est archi faux, puisqu'on verra, je ne sais pas si j'en ai une ici, on verra sur des images que bien avant la construction de la digue nord, les blocos sont tombés sur la plage. Ça veut dire qu'il y avait déjà une érosion au sud, et ça veut dire en d'autres termes que le sable qui passait devant notre nez n'atterrissait pas nécessairement sur nos plages sud. Il allait loin, il allait ailleurs, une partie tombait dans le gouffre, et ça continue, mais une grande partie ne faisait que passer devant nous. Et grâce à la digue nord, on le bloque, et grâce au bypass maintenant, que vous pourrez voir fonctionner dans quelques jours, on le répartit comme on veut. Ici, on a une image des aménagements qui ont été faits, déjà d'assez longue date, depuis plus d'un demi-siècle, pour stocker du sable. Et le stock de sable, dans ces parties-là, n'a pas que des objectifs balnéaires. Ce n'est pas pour avoir des plages qu'on stocke le sable. On stocke le sable parce que, pour freiner l'avancée de l'océan, dans les années 50, on a construit un mur qui n'a pas fait long feu, vous voyez, dès 3 ans après, il commençait à tomber. On a construit un mur, mais comme l'érosion continuait, le niveau de la plage descendait. Et on vient prendre les lithomates. Vous faites comme vous voulez. Donc le niveau de la plage descendait. Il descendait tant et si bien que la plage arrivait à être plus basse que les fondations du mur. Donc quand le niveau de la plage est plus bas que les fondations du mur, essayez de creuser sous les fondations de votre maison, vous verrez ce qui va se passer. Donc, il s'est passé des choses comme ça. Le niveau de la plage est passé sous le niveau des fondations, le mur s'est écroulé. Donc aujourd'hui, si on recharge tous les ans de sable nos plages, c'est essentiellement parce que ce matelas de sable va protéger le mur, et le mur protège la ville. Les enjeux sont extrêmement importants. Jusqu'ici, tout va bien? C'est clair? Donc, nous saluons M. Jérémy Bjaï, qui est le directeur de cabinet de la mairie, qui va venir faire un petit reportage pour la page Facebook Ville de Cabreton. C'est ça, Jérémy? C'est ça, bonjour à tous. Donc, dans les années 60-70, on a rechargé les plages avec du sable qu'on venait récupérer ici et qu'on transportait sur nos plages par camion. C'était à peu près 30 000 mètres cubes de sable qui étaient mis en place chaque année. Donc on avait pris les leçons des effondrements que vous avez vu tout à l'heure. On a dit, bon, on va protéger le pied du mur. Et donc 30 000 mètres cubes, c'était, on va dire, 3 000 camions quoi, qui partaient, traversaient Hossegor, traversaient Cabreton et se déversaient ici. Et puis c'était quand même pas beaucoup de sable, 30 000 mètres cubes. Et donc les élus qui étaient en place à l'époque ont confié à un bureau d'études la commande suivante: est-ce que le sable qui arrive ici, on ne pourrait pas le faire traverser là un peu plus facilement quoi. Et c'est de là qu'est née l'idée du bypass. Le bypass est passé à côté. Et le bypass, c'est très simple. Hein. Si vous faites de la sauce vinaigrette, vous savez que pour mélanger de l'huile et du vinaigre, il faut touiller beaucoup. Et donc si on veut transporter du sable de l'autre côté, eh bien ici, on fait un trou, on prend de l'eau dans le chenal, on le met dans le trou, avec une machine, on touille,
on aspire avec une pompe qui est là, on refoule un mélange d'eau et de sable, et ce mélange d'eau et de sable, par des tubes qui sortent par ici, est renvoyé sur les plages. C'est aussi simple que ça. C'est simple, mais c'est quand même techniquement un peu complexe, parce que autant en touillant la vinaigrette, votre cuillère va durer longtemps, mais quand on touille de l'eau et du sable, la pompe ne dure pas très longtemps, elle, parce que c'est un peu abrasif. C'est la seule différence hein, avec la vinaigrette. Donc ça, c'est la méthode qui a été trouvée. Et donc, quand le système a été dimensionné, il est envisagé d'extraire à peu près 100 000 m3 par an. Pourquoi 100 000? Parce qu'à l'époque, on chiffrait la dérive littorale entre 100 et 200 000. On s'est mis en bas de la fourchette. L'idée étant de dire, on n'enlève pas plus de sable qu'il n'en arrive ici. Sinon, on va déchausser ces ouvrages et ils vont s'effondrer. 100 000, et on les répartit comme ça. Dans la pratique, on n'en est pas là. Chaque année, on doit enlever, bon an, mal an, 60, 70 000 m3. Mais quand on enlève 60 à 70 000 m3, on n'empêche pas du sable de déborder, on n'empêche pas du sable de se déverser, et donc on n'en enlève pas assez finalement. Et quand on enlève 60 à 70 000 m3, la quantité que l'on met ici ne suffit pas à empêcher l'érosion. L'érosion continue. Donc on a un problème pas assez bien résolu ici, et un problème conservé ici, c'est celui du débordement du sable. Les dernières études qu'on a faites dans le cadre de la stratégie nous montrent que non, la dérive, ce n'est pas 100 000, c'est plutôt entre 200 et 400 000. Et donc nous avons demandé au préfet l'autorisation d'augmenter jusqu'à 200 000. À chaque fois, on se met en bas de la fourchette, hein, par précaution, d'augmenter progressivement jusqu'à 200 000 le nombre de mètres cubes qui seront transférés. Et cet accroissement du volume transféré, on le fera petit à petit, par palier, prudemment, pour voir si ça se regarnit bien ici, et pour voir si c'est pas assez là. Si c'est assez, c'est pas la peine d'en faire plus. C'est bon? Donc là, vous avez à peu près toutes les pièces pour comprendre la stratégie qu'on a mis en œuvre. C'est le sable bouge, on a mis en place un équipement qui fonctionne bien. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais transférer avec le bypass 70 000 m3 de sable ne nous coûte pas plus cher que jadis d'en transférer 30 000 avec des camions, mais avec un bilan environnemental qui est quand même d'une autre qualité. Et quand je dis pas plus cher, c'est en intégrant le coût de réparation ou de remplacement des éléments tournants de la pompe. Là, quelques images qui montrent un peu l'évolution. Donc, vous voyez que le front bâti qui est ici, c'est exactement le même en situation hein, que le front bâti d'aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis 115 ans, le front bâti est au même endroit. Ça a un petit peu changé parce que le boulevard François Mitterrand a été aménagé, parce qu'ici, vous voyez, il n'y avait pas encore le mur de défense qui date, je le disais tout à l'heure, des années 50. Mais donc cette stabilité de l'occupation humaine en front de mer ici, elle est très ancienne. Avant ces premières constructions, ça c'était un hôtel, il y avait des maisons ou des cabanes de pêcheurs. Ou de vignerons, puisque les pêcheurs étaient vignerons aussi. Dans les années 50, on avait commencé à canaliser ici, mais on n'avait pas encore fait la digue nord. Alors, ce que vous voyez, c'est que si vous comparez cette photo très récente et celle-là, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y avait une très très forte érosion au nord. On perdait du sable, et je vous montrerai, je ne sais pas si elle est là, il y a une photo aérienne de 1923 qui montre ici une très très forte érosion. Là, ça commençait à se regarder un peu parce qu'on avait commencé à canaliser, et puis après, ça se regarde beaucoup, parce qu'on a continué de canaliser jusqu'à plus loin que l'estacade. La deuxième remarque que l'on peut faire, alors, on peut toujours pinailler, savoir si ça c'était une grande marée haute ou une grande marée basse, et idem de l'autre côté, mais on s'aperçoit que les largeurs de plage ici, si on tient compte de la construction du boulevard et des aménagements qui sont là, les largeurs de plage ici, dans les années 50, n'étaient guère plus importantes qu'elles le sont aujourd'hui. Alors aujourd'hui, certes, grâce à l'aide du transfert, hein, il faut en être bien conscient. S'il n'y avait pas le transfert, il y a longtemps que la ville serait partie, enfin qu'une grande partie de la ville serait démolie.
ici quelques images qui montrent. Alors ça, c'est des blockhaus de Cabreton en activité, il y a encore du canon, leur position et leur position actuelle. Et donc on peut voir qu'à partir de 1958, moi j'étais gamin, j'allais jouer là-bas dans les blockhaus, ils étaient encore en haut de la dune en 1955-58 et ils commençaient déjà à dégringoler en 58. Il n'y avait pas la digue nord. Voilà, donc un petit résumé, quoi. On a une meilleure connaissance du mouvement des sables. On sait que la digue nord en capte beaucoup, et malgré ce qu'on retire chaque année avec le bypass, elle déborde. Chaque hiver, elle déborde. Donc, il faut en enlever plus. On sait aussi ce que coûte le transfert, l'usure des matériels, et c'est sûr que si on augmente les volumes transférés, ça va s'user encore plus vite, quoi. Donc, une pompe qu'il fallait remplacer au bout de 6 ans, il faut s'attendre à la remplacer au bout de 3 ans si on double le volume, puisque c'est ça qui est le facteur d'usure. Et on peut déjà mesurer les avantages sur la plage qui s'appelle aujourd'hui Santocha, qui s'appelait la Savane il y a peu. Sur cette plage-là, l'observation du recul du littoral est antérieure au transfert de sable par le bypass. Donc on peut comparer le rythme de recul avant le transfert au rythme de recul depuis le transfert. Et on voit qu'on a ralenti la vitesse du recul. Donc on a bon espoir que si on augmente les transferts de sable sur la plage de Santocha, on ralentira encore le recul. C'est intéressant parce que derrière la plage de Santocha, il y a des urbanisations. Et derrière ces urbanisations, il y a l'ancien lit de la Dour. Et donc topographiquement, c'est important de dire, quand on va avoir franchi une certaine limite, dépasser la dune, là ça va commencer à faire mal parce que l'ancien lit de la Dour va mettre en communication avec le niveau de la mer beaucoup de territoires. Donc à peu près en 2014, avec l'aide du GIP Littoral, le groupement d'intérêt public littoral Aquitaine, qui a mis en place une méthodologie pour définir des stratégies, on s'est lancé dans la définition d'une stratégie. Donc on a repéré des enjeux, on a repéré des aléas, on a une idée des moyens qu'il faudrait mettre en œuvre, et on va se donner une capacité de décision, une aide à la décision, assez complexe d'ailleurs, mais assez large, un panorama de critères suffisamment large pour que les personnes que l'on va appeler autour de nous pour financer des actions s'y retrouvent, qu'elles puissent se dire je vois que vous avez tout regardé, y compris les hypothèses qui m'intéressent, donc puisque vous avez pris en compte les hypothèses qui m'intéressent, je peux concourir à la solution. Donc on a fait un travail qui a duré à peu près 2 ans. Oui, il a fallu attendre 2016 pour que les différents scénarios aient été étudiés. Et en 2016, on a commencé à y voir clair sur ce qu'on allait faire. Il a fallu 2 ans, avec des partenariats scientifiques, le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, qui est le service scientifique support de l'État dans ces domaines-là, l'ONF, qui a une forte culture en matière de littoral dunaire, un bureau d'études spécialisé, CASAGEC, et puis les partenaires, représentants de l'État, représentants des fonds européens, du département, de la région et des 2 communes voisines, parce que on parle souvent de la stratégie du littoral de Cabreton, mais en réalité, nous avons travaillé sur un segment de littoral qui comprend Hossegor et la Benne. Pourquoi? Parce que les géographes parmi vous comprendront que dans cette matière-là, si on regarde trop court, on risque de ne pas prendre en compte les problèmes que nous créons en aval quand on prend une décision en amont. Vous avez vu des images avec des épis. Vous avez vu que quand un épi bloque du sable au nord, il y a tout de suite un creux au sud. Oui, justement, c'était la question que je voulais vous poser concernant, vous travaillez sur Cabreton, somme toute, j'ai bien compris, mais donc nous on vient plus du nord, puisque moi je viens de Souston, je travaille à Bucco, mais je viens de Souston. Souston, au sens sable, au niveau du lac, il est complètement sablé. Je voulais savoir s'il y avait des conséquences de tout ce qui se passe chez nous par rapport à ce qui va se passer au niveau de Cabreton. Est-ce qu'il y a une volonté sur la côte, ou est-ce que c'est un travail, enfin vous venez d'y répondre par rapport à la Benne et par rapport à Hossegor, est-ce qu'il y a une volonté sur
cette partie-là de la côte, parce que si on entend, enfin voilà, il y a divers scientifiques qui s'expriment au niveau de Souston surtout, parce que je demeure à Souston, et on a un gros problème au niveau du lac qui s'ensable et qui peut avoir des conséquences assez importantes. Enfin bon, on a le collège qui est juste à côté, hein, donc on a quand même des habitations qui sont entre guillemets en danger. Je voulais savoir s'il y avait un travail justement. Il y a deux niveaux de réponse. Le premier, c'est d'isoler le cas des lacs marins, comme le lac de Segor, qui participent de la dynamique maritime. Il reçoit des sables, il en évacue moins qu'il en reçoit, le solde migratoire est malheureusement positif. Et les lacs d'intérieur, comme le lac de Souston, l'étang de Léon, qui, eux, sont suivis par une structure départementale qui s'appelle, je crois, Géolande, et qui s'intéresse à ces questions d'eutrophisation des lacs intérieurs. Le deuxième niveau de réponse, c'est est-ce que l'action qui est menée sur Cabreton, mais avec la prise en compte des impacts au Segor et la Benne, les maires des deux communes faisaient partie d'ailleurs du comité de pilotage, dont Patrick Lacléder était le président, est-ce que c'est une action isolée? Alors non, je parlais tout à l'heure assez rapidement du GIP littoral. Le GIP littoral est une particularité qui est en train d'être copiée un peu partout. Nous avons connu ici, sur ce territoire, une mission interministérielle d'aménagement de la côte aquitaine, la MIACA. Vous êtes presque tous un peu trop jeunes pour savoir de quoi il s'agit, mais c'était du temps où l'aménagement du territoire était encore une mission qui intéressait l'État, et où, face à l'urbanisation continue de la Côte d'Azur, l'État aménageur avait dit il y a d'autres littoraux qui sont encore très naturels et il faut avoir un plan d'aménagement d'ensemble. Donc la mission Racine sur le Languedoc-Roussillon et la MIACA sur la côte aquitaine ont produit des schémas d'aménagement qui assumaient l'accueil de populations touristiques, mais qui le canalisaient vers des stations qui étaient, à ce titre-là, un peu dopées, comme Cabreton, c'est à cette opération-là que l'on doit les terrasses de Notre-Dame ou Mille Sabords. Seignos-le-Penant est un fruit de la MIACA, et par contre, les secteurs naturels entre les stations sont aussi conservés naturels grâce à cette même mission. Puis la décentralisation a transféré, je pars un petit peu de loin, mais je vais atterrir sur votre question, la décentralisation a transféré aux communes la compétence d'aménagement du territoire et l'État a fermé la maison MIACA. Et donc les élus de l'Aquitaine se sont sentis orphelins de cette structure qui avait une capacité d'étude, une capacité de prospection et une capacité d'analyse que les communes ne peuvent pas mobiliser, chacune étant prise par des sujets un peu plus domestiques. Donc les élus se sont regroupés et ont dit on va faire un petit quelque chose. On ne sait pas si ça sera la préfiguration de la MIACA, mais ça serait bien qu'on ait une espèce de club, dans le GIP, dans lequel vont se réunir les services de l'État, les universitaires de Bordeaux, des scientifiques, les communes, les communautés de communes, les départements, donc du trait de côte. Et il a fabriqué une méthodologie que je vais vous expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire quels sont les scénarios qu'il faut étudier. Et il a aussi défini sur l'ensemble du littoral quelques points chauds. Il y a une stratégie en cours d'élaboration il y a une stratégie approuvée à Cabreton, il y en a une approuvée à Bidart, donc une côte plutôt de falaise. Il y en a une sur Biscarrosse, il y en a sur la Cano. Donc ils ont défini un certain nombre de points qui seront des points tests, on va dire, des démonstrateurs pour le reste du littoral. Les scientifiques qui sont au sein du GIP ont défini ce qu'on appelle des entités hydrosédimentaires. Donc des secteurs pour lesquels il y a une interdépendance et on ne peut pas toucher à l'amont sans que ça ait des conséquences sur l'aval. Et c'est comme ça que l'entité Ossegon, Cabreton, la Benne a été définie. J'en déduis qu'ils n'ont pas trouvé d'interdépendance forte entre le littoral à Vieux-Boucau et Souston par exemple et le littoral à Cabreton, Ossegon, la Benne. Donc cette garantie, elle nous vient du découpage en unités hydrosédimentaires. Mais je crois savoir que le maire de Vieux-Boucau, à qui j'ai eu l'occasion de présenter notre stratégie, au sein de la communauté de communes qu'il préside, voudrait se lancer aussi dans une étude de cette nature, avec les mêmes démarches que celles que nous avons faites.
à mon avis, il n'y aura pas d'interaction avec le lac de Soustons, puisque le lac de Soustons n'est pas dans le système maritime. Voilà, je ne sais pas si j'ai abordé le sujet. Donc, on a eu à travailler sur un certain nombre de scénarios qui sont résumés ici. Ce document n'est peut-être pas très lisible, donc je ne sais pas, Monsieur Caracazo, je vous avais envoyé le fichier qui correspond à ça. Oui. Je vais vous envoyer le fichier, hein, comme ça vous pourrez le diffuser avec une lecture un peu plus facile. Je vais l'envoyer en mode, je sais quoi. Donc, quand il y a une stratégie, il faut étudier plusieurs scénarios. Le scénario de référence, qui consiste à dire, et si on ne faisait plus rien, qu'est-ce qui se passerait? Donc, si on ne faisait plus rien, ça veut dire on arrête le bypass, par exemple. On arrête d'entretenir les épis, on ne s'occupe plus du mur, on laisse tomber. Alors, on sait ce qui va se passer, puisque vous avez vu les images de 1953, quand on n'apporte pas de sable, le mur s'écroule. Et quand le mur s'écroule, les constructions qui sont construites, qui sont établies sur le sable juste derrière, elles s'écroulent aussi. Donc ce scénario, on l'a étudié, et on a regardé jusqu'où ça s'écroulait. Et pour chacun des scénarios, on a fait ce qu'on appelle une étude coût-avantage. Le coût, c'est ce que coûte l'action. Dans le scénario 0, c'est la moins chère. Hein. Ne rien faire, c'est ce qui coûte le moins. Enfin, apparemment. Parce que les immeubles qui vont s'écrouler, aujourd'hui, produisent de l'activité, produisent des cotisations sociales, produisent de la fiscalité, produisent beaucoup de revenus. Ils ont aussi une valeur en capital. Et ce qui nous intéresse le plus, ce n'est pas trop la valeur en capital, c'est la valeur des revenus annuels. Et on estime que la zone qui s'effondrerait si on ne faisait rien, avec les fichiers des services fiscaux, notre pays est très organisé, dégage chaque année à peu près 10 millions, en fait de l'ordre de grandeur de 10 millions, de revenus publics. Donc dans le revenu public, je mets la TVA, je mets la fiscalité sur les entreprises, 10 millions de revenus publics. Alors que le bypass nous coûte chaque année 300 000 euros. Donc si on vous proposait à chacun un investissement à 300 qui vous rapporte chaque année 10 000, ça sentirait l'escroquerie, quoi. Hein. Mais là, ça n'en est pas une. Donc c'est évident qu'il vaut mieux continuer à agir comme on le fait que de ne rien faire. Après, il y a d'autres scénarios qui consistent à dire, bon, mais ce qu'on fait, c'est peut-être pas si mal que ça, on pourrait ne faire que ça. Scénario numéro 1. Ça s'appelle le fil de l'eau. Après, il y a d'autres scénarios qui consistent à dire, ouais, alors on entend tellement dire que tous nos problèmes viennent de la digue nord qu'on va étudier la transparence de la digue nord. On va laisser le sable passer. Alors, la première victime, c'est le port. Parce que si on coupe la digue nord, le sable qui traverse là, il se bloque au pied de l'estacade et ça n'est fini du port. Donc ça n'est fini de l'activité économique de la pêche professionnelle et aussi de l'activité économique de la plaisance nautique. Ça en est fini aussi pour les Cabretonnais d'une partie de leur histoire millénaire aussi. Ferme le port, alors que depuis des années, depuis 1810, je vous le disais, il y a un lobbying pour retrouver un port. Donc pour nous, c'est insupportable. Et donc on étudie un certain nombre de scénarios, et chacun de ces scénarios, il est chiffré, il est évalué par rapport à son coût, par rapport à ses conséquences sociales, son acceptation sociale, par rapport à ses conséquences environnementales, par rapport à ses facilités ou difficultés de mise en œuvre. Et puis il y a une approche financière qui est importante, qui consiste à dire, dans le scénario numéro 1, celui-là il est facile, on sait ce qu'il coûte, et on sait ce qu'il protège. C'est-à-dire, on sait quelles sont les pertes qu'il économise. Et ça, c'est un bénéfice. Une perte évitée, c'est un bénéfice. On sait que ça nous économise la disparition de la partie urbaine. Par contre, on sait que ça ne nous économise pas la disparition des urbanisations qui sont derrière Santocha. Puisque le scénario numéro 1, celui que l'on pratique aujourd'hui, n'empêche pas le recul de continuer, bien qu'on les ralentit. Donc il y aura de la perte de logement. On fait un bilan. S'il y a des économistes parmi vous, on actualise ce bilan, donc on fait un calcul de la valeur actuelle nette. En fait, moi, ma grand-mère qui n'a pas fait HEC disait, tu sais, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Et grosso modo, les formules compliquées que vous montreront les énarques ou les économistes sur la valeur actuelle nette sont résumées par la formule un tien vaut mieux que deux tu l'auras. En fait, si on vous dit à chacun d'entre vous, est-ce que tu préfères 1000 euros aujourd'hui ou 1500 euros dans 30 ans, vous allez prendre 1000 euros aujourd'hui.
parce que les gains futurs m'intéressent moins que les gains immédiats, de même que je suis un peu plus indifférent aux pertes futures qu'aux pertes immédiates. Et donc la valeur actuelle nette traduit ce comportement, ce mode de spéculation au sens primaire du terme. Et donc c'est comme ça que nous avons choisi le scénario numéro 3, qui consiste à dire, avec le fil de l'eau, on sait déjà quels sont les bénéfices, mais le fil de l'eau ne nous empêche pas d'avoir un certain nombre de pénalités, c'est-à-dire le sable qui va quand même dans le gouffre, dans le chenal, qui va quand même dans le lac. Et maintenant, le désensablement du lac, on sait ce que ça coûte non seulement en argent, mais aussi en récrimination. Donc, ça serait bien, avant que ce sable ne parte dans le lac, de le retirer de la plage de Notre-Dame. Pour une raison économique, c'est que retirer du sable avec le bypass de la plage de Notre-Dame, ça coûte, on va dire, à peu près 4 € le mètre cube. Le retirer quand il est tombé dans le chenal, ça en coûte 10, je donne des zones de grandeur. Et le retirer quand il est tombé dans le lac, ça en coûte 30 plus un paquet d'enduit. Donc il vaut mieux éviter qu'il aille dans le lac. Et donc l'idée est toute simple, en fait. Je vous raconte ça avec du vocabulaire un peu trivial, mais l'idée est toute simple. Ce sable qui nous embête à Notre-Dame, on en a bien besoin en bas. C'est pas très cher de le sortir de Notre-Dame. On a des équipements, on sait ce qu'ils coûtent, donc on est dans un domaine de sécurité par rapport à la décision que l'on prend. Et plus on en enlève de Notre-Dame, moins il en ira dans le lac et dans le port. Donc on est gagnant. Et c'est donc ce scénario que nous avons choisi. Alors tout ça, ça peut paraître être un peu des études, un peu in vitro, un comité de pilotage, un scénario. On a rendu public ce travail, on l'a expliqué. Mais aussi, depuis quelque temps, on s'est donné comme mission de faire partager par nos concitoyens ce qu'on appelle la culture du risque. Donc, savoir que nous sommes sur un territoire mobile, le sable c'est chouette, mais c'est pas très solide, et donc faire partager par nos concitoyens l'idée qu'il faut vivre avec la connaissance, la culture du risque, que c'est pas traumatisant, on ne la diffuse pas sous l'angle de la peur, qui marche si bien en politique et par certains côtés, on la diffuse sous l'angle simplement de la conscience. Sachez qu'on est sur un territoire où il faut prendre nos précautions. On a le temps. La disparition des logements qui sont derrière Santosha, c'est dans une trentaine d'années, donc on a le temps de se bouger. Par contre, il faut se bouger quand même, quoi. Il y a des décisions qu'il faut prendre. Et donc, pour faire partager cette conscience, on a beaucoup de communication. On a des actions où on associe les citoyens, les élèves. Quand on a fait ce grand chantier de restauration de la dune, on a eu près de 200 élèves des écoles de Cabreton qui sont venus planter des oyats, donc faire leur petite BA. Et avec des activités, alors on reçoit aussi des organismes divers. Avec ces activités-là, eh bien, on amène de plus en plus de personnes à nous entendre parler, à s'impliquer dans le maintien de la dune, parce qu'on n'est pas tout à fait désemparé par rapport aux choses. On peut lutter contre l'érosion éolienne en posant des sapins sur la dune ou en plantant des oyats. On peut lutter contre l'érosion par les vagues eh bien, en regardissant les pieds de dune. Pardon, je suis un peu à sec là. Et on a aussi un début de comité scientifique et technique. Je sais que c'est quelque chose qui est cher à l'Académie de Bordeaux. J'avais participé à une réunion où il y avait cette idée de recréer ces comités scientifiques et techniques chers à Hubert Curien, si je me souviens bien. Et donc on travaille ici, il y a un laboratoire à Toulouse qui s'appelle le laboratoire Alégos, qui est venu expérimenter à Cabreton des méthodes qui permettent de faire de la bathymétrie. Alors je vais décoder, la bathymétrie, c'est la topographie des fonds marins. C'est savoir quel est le niveau du sol sous l'eau. Et donc la bathymétrie, ça peut se faire avec des sondes et un bateau. Et le laboratoire Lagos avait comme idée de dire, les surfeurs le savent, la forme des vagues est dépendante de la hauteur d'eau. La vague déferle à un certain moment de son rapport de volume d'eau par rapport au sol. Et donc ils sont venus expérimenter une méthode qui consiste à partir de vues en 2D, des vues de caméra, d'interpréter et de déterminer la bathymétrie en temps réel. Ce qui est très intéressant pour nous parce que, imaginez par exemple qu'on continue à mettre du sable ici, mais qu'on n'ait aucune conscience de la façon dont les fonds évoluent juste au voisinage.
et que juste au voisinage, les fonds se creusent de plus en plus. Mais il y a un moment où tout ça, ça va partir très rapidement et très facilement. Par contre, si on s'aperçoit que, bien sûr, chaque hiver, on perd du sable, mais où va-t-il? Si ce sable que l'on perd à chaque tempête s'arrête sur les petits fonds juste en face, ce n'est pas forcément un malheur, parce que les petits fonds vont se regarnir et vont nous assurer une protection. Donc avoir une connaissance de la bathymétrie, c'est important. Ici, j'avais eu l'occasion de recevoir des scientifiques du Vietnam, avec l'un d'entre eux qui est devenu le ministre des catastrophes naturelles. Ils n'avaient pas d'organisation à ce sujet et qui était très intéressé par notre démarche. Et donc, vous voyez qu'on s'efforce d'avoir à la fois une communication scientifique et technique, mais aussi une communication populaire. Et sur cette communication populaire, on est bien aidé par une association que vous connaissez, qui s'appelle le Surfrider Foundation, qui a réalisé pour nous une exposition scientifique et des petits documents que Jérémy va vous montrer, ou que je vais vous montrer, et que l'on distribuera pour vous, pour vos élèves. Donc ça, quelques-uns d'entre vous ont déjà eu, parce qu'on en a déjà distribué à l'école primaire. Vous connaissez ça? Oui. Donc, on en a encore. Si certains n'en ont pas eu, ça s'adresse aux élèves du primaire, mais plutôt les dernières années, CM1, CM2, et peut-être les élèves de 6e, 5e. Après, au-delà, c'est un peu trop puéril. Donc, si quelques-uns d'entre vous en veulent, c'est un petit bouquin qui explique l'érosion, comment ça marche. Et au milieu de ce petit bouquin, il y a ce qu'ils ont appelé ici un poulpote. On appelait ça la salière, avec des questions intéressantes, du genre... je vais avoir ça. Pardon. Je vais poser des questions, vous avez l'impression que ça va être une moquerie après. Donc c'est des définitions, puis il y a une question sur l'érosion. On demande qu'est-ce que c'est l'érosion? Est-ce que c'est un concours audiovisuel de chansons? Voilà. Donc si vous en voulez, on va peut-être laisser la caisse là, puis vous vous servez pour en distribuer aux enfants. Donc Surfrider a créé ces documents pédagogiques qui sont installés en front de mer à Cabreton, qui se lisent, il y a une chronologie ou en tout cas une progressivité en partant du casino et en allant jusqu'à la plage de Santocha. Le premier, en partant du casino, est une présentation générale qui explique ce qu'est l'érosion. Le deuxième dit, mais est-ce que l'homme est un facteur aggravant de cette érosion? Le troisième, c'est celui-ci avec des petites cartes. Pardon, c'est pas celui-là, c'est celui-ci avec des cubes, qui dit, face à l'érosion, qu'est-ce qu'on peut faire? Et décline un certain nombre de scénarios, depuis la lutte active dure, c'est-à-dire nous, avec nos muscles et notre béton, on est plus fort que l'océan, on va faire des murs et on va tenir le coup, jusqu'à la lutte souple, c'est celle qu'on a choisie, qui consiste à dire on accompagne en se servant d'éléments naturels. Et donc pour chacun de ces scénarios, vous avez ici un petit cube à 4 faces qui tourne, et pour chacun des scénarios, on évalue ses qualités environnementales, celui-là est très bon, on évalue son coût, celui-là est très cher, et donc vous pourrez y aller en famille, avec des amis ou avec vos élèves pour regarder le bilan coût-avantage de chacun des scénarios. Enfin, le dernier panneau, celui-ci, il est devant le CERS, après le Baya, dans les petits belvédères en béton, là, et il explique un peu la cour ontologie avec Cabreton. Ces volets se soulèvent, et derrière, il y a quelques explications. C'est très très bien fait. Ils sont très forts en matière de pédagogie, Surfrider. Et ce sont des partenaires sur lesquels on s'appuie. Par exemple, les clubs de plage, vous savez, les clubs des Tritons, les trucs comme ça, participent, quand ils ont des enfants à un été, à des formations, à des animations, autour aussi de la propreté des plages, certes, mais aussi de l'érosion. Oui, peut entrer, j'ai fini.